Bon, alors d'avance, je suis déjà déçu de faire retomber une ambiance qui était alcoolisée. Euh, je vais, malgré tout, dans la continuité de l'exposé précédent, la question de la TVA sociale, elle touche bien à une question du lien entre la fiscalité, la fiscalité indirecte en particulier, les charges sociales et la spécialisation d'une économie, non seulement sa spécialisation par produit, mais le partage de sa production entre la partie consommée domestique et la partie exportée. Alors ce sujet, nous avons été saisis de ce thème il y a pas très longtemps, au début de la mandature, parce que c'est un sujet qui ressort assez régulièrement, c'est un petit peu un serpent de mer. Il a été abordé, alors je ne vais pas aborder ici toutes les dimensions du sujet TVA social, hein, qui comporte vraiment énormément de dimensions, aussi bien de doctrine fiscale sur l'équilibre entre ce qui est contributif, ce qui ne l'est pas, des éléments de gouvernance qui sont également assez intéressants, puisque à partir du moment où à fiscaliser une partie de la protection sociale se pose la question de la négociation et du partage entre le Parlement et les partenaires sociaux. Se pose également toute une série de questions en termes d'équité que je ne peux pas entièrement couvrir ici. Donc je vais, malgré tout, parce que c'est le sujet, me centrer sur une des dimensions qui est celle de l'impact sur la compétitivité, sachant que probablement la TVA sociale a été abordée sous ces deux dimensions, emploi et compétitivité. Peut-être davantage l'emploi, parce qu'on était à l'époque, en 2008, dans un contexte où énormément de travaux insistaient sur l'impact d'un coin socialo-fiscal élevé sur les niveaux d'emploi et sur le taux d'activité. Alors, sur la TVA sociale, je rappelle juste en deux mots, la réforme consiste à effectuer un transfert équilibré entre cotisations sociales. En général, on a en tête employeur et la TVA. J'ai rappelé là les masses en jeu, mais c'est pas indispensable. Le problème, il comporte un problème assez redoutable, c'est que on va faire une sorte de switch entre deux impôts qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés en termes de redistributivité. Et c'est là-dessus que probablement bloque la réforme. La TVA, on le sait, elle est composée de plusieurs taux. Le Conseil des impôts récemment a rappelé qu'en dépit de cette multiplicité de taux, ça ne corrige pas l'impact régressif de l'impôt, d'une part parce que le taux réduit est assez mal ciblé, d'autre part parce qu'on a des propensions à consommer qui sont extrêmement différentes selon les déciles de revenus. Donc même si la TVA en fonction de la consommation est à peu près stable, elle ne l'est pas du tout en fonction du revenu. Donc les déciles les plus élevés payent sensiblement moins de TVA. J'ai comparé ici France et Allemagne, c'est vrai donc dans la plupart des pays. Vous en avez certainement, vous avez abordé cette question hier, puisque la baisse des charges, elle, a introduit une progressivité dans les cotisations sociales, et une progressivité qui est absolument, qui est une originalité française. Il n'y a pas de pays qui a une progressivité équivalente. Donc là aussi, dans les mesures les plus récentes, si on prend des règles très très simples en considérant que ce sont les salariés sur lesquels s'applique la baisse des charges qui bénéficient de la baisse de charges, donc en prenant une règle extrêmement simple et simplificatrice, on voit que sur les premiers déciles, la baisse des charges contribue pour près de 12% à la hausse au niveau de vie, et pour une part évidemment très faible sur les derniers déciles. Donc il y a un effet redistributif extrêmement fort, qu'il faut amender parce qu'évidemment, il n'est pas certain que ce soit le salarié qui bénéficie directement de sa baisse de charge, mais même en fonction de diverses hypothèses, on voit que de toute façon, cet impact redistributif est assez prononcé. Et de là, on voit bien la difficulté à mettre à mettre politiquement en place ce type de réforme, puisque immédiatement,
on va proposer, et ce sera perçu comme ça par l'électeur, un impôt qui a la réputation d'être, enfin, un prélèvement en tout cas, qui est progressif, par un prélèvement qui a la réputation d'être dégressif. Donc on a un premier point d'achoppement évidemment qui est extrêmement difficile. Et puis le deuxième aussi, et là aussi qui s'oppose à la théorie fiscale et de l'incidence, mais peu importe, un électeur moyen le percevra comme le report d'un prélèvement sur les entreprises, un basculement sur les ménages et sur la consommation. Donc évidemment, de là, avant même d'aborder la question de compétitivité, évidemment, on voit bien deux problèmes majeurs. Mais si j'insiste sur ces points-là, c'est que ces pentes et cette dégressivité, régressivité n'est pas neutre ensuite sur l'impact sectoriel et sur la spécialisation de l'économie. Donc là aussi je passe très vite. En revanche, là où la réforme trouve beaucoup plus d'appui, c'est à travers un certain nombre de principes fiscaux, l'idée que le volet universel de la protection sociale tend à se développer et qu'à cela pourrait correspondre un financement fiscal. C'est d'ailleurs, dans la réalité, la TVA sociale, même si elle est un projet en gestation permanente et qui ne voit pas le jour, en fait, elle se fait tout doucement. Il y a déjà une part de TVA qui finance la protection sociale. Et puis, il y a une part d'impôt aussi, en particulier CSG. La réalité montre que déjà, le processus de fiscalisation de la protection sociale est très nettement avancé. Le repli, ou la spécialisation sur la TVA, beaucoup moins, mais existe déjà pour un montant non négligeable. L'autre dimension aussi qui peut être favorable à ce type de réforme, c'est probablement, elle est toute bête, mais je vous demande pas de lire ce schéma, c'est juste pour rappeler quelque chose d'évident, c'est qu'on est dans un financement extrêmement complexe, sophistiqué, stratifié, avec une multitude de petits bouts d'impôts qui financent les régimes dans tous les sens. Donc évidemment, dans le cadre d'une refonte ou d'une restructuration, pour repenser le système fiscal, l'idée que l'on pourrait affecter simplement un impôt, évidemment, est très tentant et très séduisant dans le cadre d'un processus de simplification. L'autre argument, et celui-là il est assez présent puisqu'on a tous en tête un peu de pression et de concurrence fiscale, c'est que ce processus est assez avancé dans pas mal de pays européens. Donc là aussi il y a une très forte hétérogénéité. Donc je vous ai mis ici quelques tableaux, 90, 2000, 2008. Il faut juste regarder la première colonne de chacune de ces périodes où l'on voit le poids des cotisations sociales dans le financement de la protection sociale. On voit que la France était partie à un niveau extrêmement élevé dans les années 90, où près de 80% de sa protection sociale était financée par des cotisations, avec à l'autre bout du spectre le Danemark et les pays nordiques en général, qui se situent en bas. Donc la France, en fait, on le voit déjà, c'est encore d'actualité, mais elle a finalement essayé de converger sur son modèle et sur son compétiteur principal, qui est l'Allemagne. Et au bout du compte, aujourd'hui, on a une structure de financement qui n'est pas très éloignée de celle de l'Allemagne, à quelques bémols près. Un certain nombre de pays ont engagé le même mouvement. Donc, ce qui fait pression aujourd'hui dans le débat et qui a marqué les esprits essentiellement, c'est la réforme danoise de 1987, alors j'allais dire, en dehors même des analyses ou des études, il n'y a pratiquement pas d'études empiriques sur l'impact de la TVA sociale au Danemark. Elle a très bonne presse, cette TVA sociale danoise, mais elle a été combinée à des tas d'autres réformes. Ce qui fait qu'il est très difficile d'isoler ses effets. Mais simplement, comme le Danemark incarnait à un moment donné un modèle de réussite et d'exportation, évidemment, on a fait par une sorte d'objection une association entre ce type de financement et la réussite économique et la compétitivité. Plus récemment, autre petit psychodrame, la réforme allemande de 2007 a été vue et perçue comme un élément clé
de la rivalité commerciale entre la France et l'Allemagne, et certains se sont un peu trop, et peut-être certainement trop raccrochés à cet événement pour expliquer que les parts de marché ou l'effondrement des parts de marché françaises vis-à-vis de l'Allemagne tenaient à des aspects fiscaux. Donc on verra tout à l'heure, cet élément est quand même, enfin on reste quand même dans du deuxième ordre. Bon, derrière tout ça reste quelque chose qui n'est pas, à mon avis, tranché d'un point de vue ni théorique ni empirique, qui est l'impact du coin social et fiscal sur à la fois la compétitivité ou l'emploi. Là, les travaux divergent, les économistes s'empoignent. Je n'ai pas le temps ici d'aborder tous ces débats. Une chose est sûre, c'est que de toute façon, la France se situe au sommet de l'échelle de l'OCDE en termes de taxes pesant sur le travail. Donc l'impact économique de cela est plus difficile à déterminer, mais cette position extrême, de toute façon, crée un contexte favorable forcément à une normalisation. La France aime bien souvent rentrer dans les moyennes, et donc j'allais dire en dehors même là aussi de toute logique économique, cette position polaire n'est bon, et puis disons la facilité qu'il y a d'assimiler des charges sociales élevées et un coût du travail et une compétitivité faible fait que forcément ça a prise dans le débat économique. Alors, ici, j'aborderai essentiellement la réforme sous deux dimensions. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont nous l'avons abordée à l'époque, et je pense qu'elle est forcément critiquable. Mais si l'on veut aborder la question de la compétitivité, il y a d'abord la TVA sociale, la réforme a été perçue et continue à être perçue comme une technique de dévaluation fiscale, mais une sorte d'équivalent à une dévaluation monétaire. Et là, nos grilles d'analyse, nos instruments étaient essentiellement macroéconomiques. Quel est l'impact d'une dévaluation de ce type sur l'activité, l'emploi, les exportations? Nous avons raisonné tout ça dans des maquettes avec des propriétés assez diverses. Alors, sachant que mon environnement administratif fait que nous fonctionnons beaucoup par croisement de résultats et recherche de consensus. C'est-à-dire, on ne développe pas une recherche spécifique avec un résultat unique qui serait forcément contesté, mais on essaie forcément de mobiliser le maximum d'expertise et d'essayer de voir des points d'intersection, des points communs. Donc là, pour ce genre d'exercice, en général, on va prendre des maquettes d'équilibre général, on va prendre des modèles macro néo-keynésiens traditionnels, on va faire appel surtout à des organismes d'obédience et de sensibilité assez différentes, et puis voilà, on regarde un petit peu ce que tout ça donne. Ça, c'est une des premières dimensions. Et puis, et ce sera l'autre partie de mon exposé, il y a une dimension beaucoup plus micro, qui est l'impact de la TVA sociale sur la structure, sur la spécialisation, la manière dont, justement, les profils de taxes dont j'ai parlé tout à l'heure peuvent influer la spécialisation et éventuellement nuire à la compétitivité. Alors, je précise là, j'aurais peut-être dû le dire dès le début, mon concept, j'aborde la compétitivité d'une manière qui forcément fâcherait un économiste comme Krugman, puisque je vais prendre vraiment l'aspect commercial de la compétitivité, c'est-à-dire l'impact de cette réforme sur, grosso modo, nos parts de marché, nos performances à l'extérieur. Donc non pas dans une optique qui serait certes plus riche, mais qui serait celle de la capacité d'une économie à dégager de la richesse dans un univers concurrentiel. Donc c'est un abord qui est beaucoup plus exigeant et qui, nos instruments, en tous les cas, ne nous permettent pas d'aborder cette dimension complètement. Alors, la dévaluation fiscale, donc j'en rappelle juste très rapidement les enchaînements. Donc, à partir du moment où, dans une économie, vous baissez les coûts de production de vos producteurs résidents et que vous augmentez dans le même temps la TVA, a priori, vos exportateurs vont bénéficier de baisses de coûts de production. Comme ils exportent sur des marchés étrangers, eux ne sont pas handicapés, enfin en tout cas, cette baisse n'est pas compensée par une hausse de TVA.
Donc a priori, vous leur créez une bouffée d'oxygène à l'exportation, à partir du moment, évidemment, où ils reportent une partie de cette baisse de coût sur leur prix. Et là aussi, la structure de marché, évidemment, va jouer un grand rôle sur le comportement de marge des exportateurs. Du côté des importateurs étrangers, eux vont subir la hausse de TVA nationale. En revanche, ne bénéficient pas de la baisse des charges sociales, puisqu'ils ne sont pas sur notre territoire. Donc il s'ensuit a priori, s'ils ne modifiaient en rien leur comportement de marge, que leur prix augmenterait sur le marché intérieur. Les entreprises situées, elles, sur le territoire national vont subir deux mouvements a priori équilibrés, l'un de baisse de leur coût du travail et de l'autre une hausse de la TVA. Donc là aussi, rien ne nous dit que c'est un jeu à somme nulle a posteriori, mais ex ante, oui. Donc là où on peut parler, donc c'est en ça qu'on parle de dévaluation fiscale, c'est qu'on a bien organisé une modification des termes de l'échange, et donc a priori le pays a un choc plutôt négatif sur le revenu qu'il doit compenser par des exportations supplémentaires en volume. Donc oui, autre chose qu'il faut préciser, derrière toute cette discussion, et un petit peu toujours comme dans le cadre d'une dévaluation traditionnelle, se pose la question du caractère inflationniste ou non de ce dispositif, puisque les prix d'importation, a priori, vont augmenter, liés à la hausse de la TVA, et que ça comporte, que c'est bien apporté, participe pour 1/5 à la consommation des ménages. Donc on peut avoir une ponction sur le pouvoir d'achat des ménages, et en fonction de la diffusion et de la boucle prix-salaire et de l'inflation, on peut avoir un effet en volume négatif. Alors, il y a quand même des différences avec une dévaluation classique. C'est bon, on va dire très rapidement, c'est des questions de temporalité, c'est-à-dire que la courbe en J ne joue pas dans le cadre de cette dévaluation-là. Dans une dévaluation classique, a priori, on subit immédiatement une hausse des prix des importations, une dégradation des termes de l'échange, et il faudra une hausse du volume des exportations en volume très net pour qu'on rétablisse, puis on améliore l'équilibre extérieur. Dans la dévaluation fiscale, comme la TVA n'est pas comptabilisée, enfin la réalité est la même, sauf que les importations ne sont pas comptabilisées, y compris TVA. Donc on n'a pas cet effet mécanique. Donc dans nos modèles, et lorsqu'on teste ça, on a un petit effet mécanique, une temporalité qui est différente et qui est peut-être moins problématique que pour une dévaluation classique. Alors évidemment, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de TVA sociale et pourquoi ce sujet ressort régulièrement ce n'est pas sans lien évidemment avec d'abord l'existence d'une monnaie unique, donc l'impossibilité de dévaluer. Alors on comprend bien qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes qui se posent en termes de divergence au sein de l'Europe, en particulier sur les coûts unitaires du travail, l'idée qu'on pourrait mobiliser un instrument alternatif aux dévaluations, mais qui aurait des effets à peu près équivalents, évidemment, est assez tentant. D'où d'ailleurs aussi l'interprétation de ce qui s'est passé en Allemagne comme étant une dévaluation volontaire et agressive. Toujours dans les éléments de contexte, et là on comprend pourquoi ce sujet, s'il ne ressort pas tout de suite, ressortira, enfin d'ailleurs il commence un petit peu à bouger, on le voit, on est en période préélectorale, et donc il ne cesse de se réinventer, ce thème. Bon, évidemment, on est dans un contexte très très particulier où la France, alors je vais reprendre un mot même s'il ne me plaît pas, décroche en termes de part de marché. J'ai pris l'indicateur le plus basique, mais quels que soient les indicateurs, les mesures, donc j'ai pris la part des exports dans le total des exports, mais même quand on fait par rapport à un marché, à la demande adressée, etc., même les mesures les plus sophistiquées, rien ne peut permettre de nuancer ce constat d'un net décrochage des exportations. Bon, à cela près, la seule chose qui nuance, c'est que la France s'était bien maintenue jusque dans les années 2000. Enfin, en tout cas, vers le tournant des années 90-2000.
Bon, en tous les cas, il y a ce contexte psychodramatique, avec d'un côté l'Allemagne qui, elle, ne perd pas de part de marché mondial, qui augmente très très nettement ses parts de marché intra-européennes, et lorsqu'on trace un graphique au niveau européen, et donc quand on se focalise sur le commerce intra-européen, on a manifestement une très forte, alors il n'est pas sur ce graphique-là, je suis désolé, mais on voit manifestement une augmentation des parts de marché intra-européennes de l'Allemagne et de toute sa base arrière des PECO, au détriment de tous les autres pays, en particulier de la France. Alors il y a cet indicateur que récemment un organisme a rendu assez populaire, évidemment, qui paraît assez dramatique. C'est lorsqu'on fait le ratio des exportations françaises aux exportations allemandes, on voit cette baisse absolument considérable de la part relative des exportations françaises et allemandes. Donc voilà, dans ce contexte-là, évidemment, et avec l'idée que nous allons faire converger notre système fiscal sur le système allemand, ressurgit ce débat de TVA sociale. Alors, lorsque nous testons ce genre de choc, j'allais dire toute chose dans un univers non contextualisé comme celui-là, hein, parce qu'à l'époque on avait déjà des premiers signes de perte de part de marché, mais bon, je n'accorde pas plus d'importance que cela à ces petites maquettes macro-sectorielles ou d'équilibre général. Mais bon, elles sont finalement assez lisibles. Elles nous disent en général que le choc va essentiellement, enfin l'impact de ce genre de mesures va totalement dépendre du comportement de marge des producteurs. Donc s'il y a effectivement ajustement rapide des prix de production à la baisse des coûts, alors dans ce cas-là, on peut attendre un effet réel assez important, significatif, et une amélioration de court terme, j'entends bien, parce que là aussi, j'aurais peut-être dû le dire, mais nous ne recherchons pas des effets de long terme, évidemment, sur ce genre de réforme. Donc voilà, de l'ordre de 0,1 à 0,3 points. Si l'ajustement des prix, donc si les entreprises maintiennent ou souhaitent augmenter leur marge et bénéficier de la baisse des coûts et le récupérer pour elles-mêmes, dans ce cas-là, les effets bénéfiques sont très vite perdus. Ils sont perdus dès que à peu près les entreprises répercutent moins de 75% de la baisse des charges de prix de production. Donc bon, mais ça c'est un résultat assez classique, même dans toute analyse de dévaluation. Ces comportements de prix et de marge sont absolument décisifs. Donc là, je passe un petit peu les résultats, parce qu'en fait, ils ont... bon voilà, on a fait appel à plusieurs modèles. Ils étaient divergents, et le seul élément sur lequel ils divergent, au fond, c'était sur ce comportement des marges des entreprises, qui fait que certains modèles sont optimistes en termes d'emploi et de compétitivité, d'autres ne le sont pas. Et quand on cherche derrière la propriété qui explique et qui est clé pour expliquer cet écart, eh bien c'est ce comportement de prix des entreprises. Bon, mais au-delà de cette analyse un petit peu mécanique, dans le contexte actuel, est-ce que l'on pourrait améliorer notre compétitivité française avec ce type d'instrument? Parce que là, on pourrait aussi tout simplement se poser cette question. Bon, aujourd'hui, alors je sais pas, je vais le dire, nous sommes pris dans un débat très très passionnel sur la dégradation de la compétitivité française, sa composante prix, sa composante non prix. Rexecode a mis sur le tapis un rapport qui a souligné le rôle des coûts unitaires, de la dégradation, etc. D'autres économistes avancent au contraire des arguments de type hors prix. On voit bien que autant la TVA sociale est adaptée pour redresser une compétitivité prix, pour du hors prix, ça n'est pas l'instrument adéquat. Ce que je voudrais juste souligner, c'est que dans le contexte actuel, le partage entre ce qu'on appelle une compétitivité prix et hors prix est extrêmement compliqué, difficile à mener. Je donne deux illustrations ici. Dans nos petits modèles, nous considérons bien sûr que pour expliquer le hors-prix, il y a de la R&D, des brevets, etc., mais également la démographie d'entreprise, qui va être considérée comme un élément hors-prix. Et on voit bien que le fait d'avoir une part de PME qui diminue à l'exportation est très certainement lié, l'élimination des candidats ou la sélection des entreprises à l'exportation est forcément, ou
probablement reliés à des problèmes de marge et de compétitivité et de profitabilité. Autre élément absolument essentiel et très très important, c'est ce qui s'est passé depuis 10 ans derrière cette divergence France-Allemagne. Il y a surtout, et ce qu'on ne regarde jamais, c'est plus la structure des importations qui a été bouleversée que la structure des exportations. Donc je vous ai mis du côté en haut, je vous ai mis la structure, la géographie des importations de biens intermédiaires en France. Donc nous restons encore extrêmement concentrés sur l'Allemagne, sur les pays de l'OCDE en général, et puis ensuite il y a une myriade de petits pays fournisseurs. Lorsqu'on regarde l'Allemagne, alors les échelles sont trompeuses, puisque là ça va de 0 à 10 alors que l'autre va de 1 à 25. Donc on voit que la France, certes, est le premier importateur pour l'Allemagne, mais avec une position qui est extrêmement faible, que l'OCDE tient une place bien moins importante et que l'Allemagne a redéployé complètement sa chaîne de valeur vers d'autres pays, donc a joué des arbitrages sur des zones à faible coût. Et donc au-delà des aspects de salaire et de coûts salariaux, la composante coût consommation intermédiaire est extrêmement importante dans la compétitivité allemande. Donc ça, c'est un point qui est absolument décisif. Donc ça veut dire que derrière, il y a l'organisation du chaîne de valeur, il y a des stratégies, donc ça a été analysé récemment dans un rapport de Fontanier, des stratégies de grands groupes autour de l'organisation de leur sous-traitance qui divergent totalement. Là encore, je n'ai mis que les effets de structure, mais il faut savoir que par rapport à la France, l'Allemagne a doublé le poids de ses importations par rapport à son PIB. On a un effet de volume et un effet de composition. Donc là-dessus, pratiquement tout se joue. Et là, on voit que du coup, l'arme TVA sociale paraît un petit peu dérisoire pour résoudre un problème de compétitivité intra-européen et se substituer à une dévaluation de change. On voit bien qu'on est face à un problème qui dépasse assez largement, qui combine à la fois une dimension prix et hors prix. La spécialisation et la chaîne de valeur, elle est l'illustration même de ce partage très difficile à faire entre ce qu'on appelle de la compétitivité prix et hors prix. Bon, donc évidemment, en dehors même de toute modélisation, le sentiment qu'on peut avoir, c'est d'une part que l'instrument n'est peut-être pas adapté au contexte d'aujourd'hui. Deuxièmement, même s'il l'était, imaginons que le diagnostic exact soit effectivement un rôle clé des facteurs de coût dans les pertes de parts de marché françaises, et d'ailleurs britanniques ou autres. Bon, une dévaluation réussie, en général, ce sont des dévaluations qui doivent être suffisantes, de suffisante ampleur et non répétées. Donc ce sont des événements ponctuels qui n'engrangent pas des spirales ou des boucles prix-salaire. Là, on voit bien que dans le cas de la TVA sociale, on ne peut faire que de petites dévaluations. C'est-à-dire il faut imaginer des dévaluations de 3 à 4 points, là où, dans l'histoire, on a vu à travers l'Europe une dévaluation, la plupart des dévaluations majeures, celles qui ont marqué l'histoire, sont des dévaluations de 20-25%. Enfin, quand on veut rééquilibrer, quand on regarde les divergences de coûts unitaires en Europe, l'instrument n'est pas du tout à l'échelle des problèmes que nous rencontrons. Alors ensuite, donc là, je vais essayer d'aborder la dimension. Je ne sais pas si j'ai pas contrôlé mon. Bon, c'est bien. Alors maintenant, si on prend le. Donc si on prend un point de vue un petit peu plus micro. Donc il y a derrière, et là on peut retrouver le débat sur la baisse des charges d'ailleurs, là-dessus on se recoupe énormément, qui est l'impact d'une baisse de charges combinée à une hausse de TVA sur l'impact sur les entreprises cibles. Alors là, jusque-là, j'ai abordé la question de la TVA sociale sans aborder un point qui est peut-être le point sur lequel finalement qui a freiné le plus la réforme en 2008. Bon, le frein a été politique bien sûr, mais il était technique aussi, dans la mesure où la baisse des charges aujourd'hui fait qu'on ne peut plus diminuer les charges au niveau des bas salaires, sauf à passer à un dispositif de cotisation négative qui paraissait extrêmement coûteux et difficile à gérer à Bercy. Alors que tous ces modèles ont une élasticité de l'offre de travail extrêmement sensible à la baisse des bas salaires, donc ils auraient pu... ils avaient un gros problème, c'est que pratiquement toutes leurs maquettes avaient été calibrées
pour répondre et valoriser plutôt les réformes de baisse de charges. Et donc on a une nécessité de l'offre de travail qui répond extrêmement bien, enfin peu qualifiée à cette baisse de charges. Donc évidemment, dès qu'on proposait une réforme de baisse de charges supplémentaires profilée sur les bas salaires, quitte à passer en cotisation négative, on avait une sorte de réforme miracle qui pouvait produire des tonnes d'emplois au prix d'une petite hausse de TVA. Donc effectivement, là, ils étaient un petit peu bloqués. Et au fond, on a bien senti à ce moment-là qu'il y a des dimensions dans la fiscalité qui parfois, enfin pour nous, peuvent nous échapper, mais qui étaient des arguments de type bureaucratique, qui étaient de dire le coût de gestion d'un impôt négatif de ce type, d'une cotisation négative, est bien trop lourd. Ils ne voulaient pas l'aborder. Donc jusque-là, j'ai vraiment abordé la TVA comme une sorte de la baisse des charges comme une sorte de baisse homothétique des cotisations, alors qu'en fait, techniquement, bon, il y a un vrai problème. Mais de là est venu forcément, au moment où ça s'est posé, on s'est demandé, mais est-ce que ça serait si mal que ça de baisser les charges sur les plus hauts revenus aussi. C'est-à-dire, au lieu de vouloir absolument faire une baisse homothétique, pourquoi ne pas abaisser la pente un petit peu et aller mordre la baisse de charges sur des gammes de revenus et de qualifications plus élevées. Et donc, à partir de là, on a retrouvé toutes les discussions autour de la baisse des charges, son impact sur la structure de la main-d'œuvre, sur les qualifications, sur les trappes à bas salaire, sur les trappes à qualification, etc. Donc là, quelque part, j'illustre ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai dit la France est un pays, il faut l'avoir en tête en termes de profilage des cotisations sociales, même si à l'époque on a vendu la baisse des charges sur les bas salaires comme un dispositif qui était très expérimenté à l'étranger. La réalité des choses est bien moins forte, enfin moins évidente. Nous avons une baisse au niveau du SMIC, un niveau de cotisation qui est maintenant plutôt plus faible que la plupart des pays développés, mais très peu de pays en fait ont rompu avec l'idée de proportionnalité des cotisations. Quand on prend les quelques pays qui l'ont fait de mémoire, il me semble qu'il y a la Belgique, et puis quelques pays, mais qui sont, en tout cas, lorsqu'on identifie ce genre d'éléments, ils sont plutôt de très faible ampleur. Le paradoxe, et c'est là aussi que le débat franco-français parfois déforme un petit peu les choses, c'est que, bien sûr que nous avons un problème d'employabilité, d'emploi des peu qualifiés, sauf que lorsqu'on compare nos taux d'emploi au sein de l'OCDE et de l'Europe, paradoxalement, la France dispose, qui a un taux d'emploi plutôt médiocre sur l'ensemble de sa population, dispose d'un taux d'emploi qui est relativement élevé. D'ailleurs, ce qui peut être aussi le résultat de nos dispositifs, puisque les études empiriques au début, celles qui ont été menées, a priori étaient très partagées sur l'impact, et puis celles qui portent vraiment sur l'observation soulignent plutôt un impact réel sur l'employabilité et l'emploi des peu qualifiés. Donc le résultat est plutôt qu'on a un taux d'emploi qui est relativement élevé pour les peu diplômés, mais le paradoxe, c'est que à l'inverse, nous avons des taux d'emploi pour les qualifiés et pour ceux qui ont des diplômes supérieurs, un des plus faibles au monde. Donc peut se poser la question de notre structure d'incitation. Qu'est-ce que signifie pour un pays à long terme de mettre des incitations sur le travail peu qualifié? Alors nous, c'était dans un contexte où nous étions les représentants de la stratégie de Lisbonne en France, ça fait long feu, mais où nous menions deux discours qui étaient à la fois de dire il faut développer les qualifications, l'économie de la connaissance, etc. Et on était confrontés à une politique de l'emploi qui n'était pas du tout en ligne avec ce type d'incitation. Alors nous avons fait appel à l'époque au CEPI pour résoudre et pour essayer de creuser un peu ces questions. Il y avait aussi un rapport de la Cour des comptes à ce moment-là qui était assez critique sur les impacts en termes de spécialisation.
Et donc en fait, on voit bien qu'il y a la baisse des charges, elle a deux risques. Il y a d'abord une très forte hétérogénéité des secteurs en termes d'intensité capitalistique, et puis de qualification et de niveau de salaire. Donc là, j'ai pas mis l'intensité capitalistique, mais quand on regarde le taux d'exonération des salaires en fonction du niveau moyen des salaires qui sont pratiqués dans les secteurs, on voit bien qu'il y a un lien évident donc, entre ce salaire mensuel et ce taux d'exonération. La corrélation s'améliore évidemment si on tient en plus compte de l'intensité capitalistique. Et donc, en général, et ça c'était déjà un premier constat qu'avait fait la Cour des comptes, ces allègements de charges profilés tendent à favoriser le secteur abrité beaucoup plus que le secteur exposé. Le secteur exposé, c'était à partir d'un seuil de 25% d'export ou d'import sur son marché. Donc de là se pose la question, est-ce que véritablement en menant ce genre de stratégie de baisse de charges, ou en voulant l'amplifier à travers une réforme de type TVA sociale, est-ce que véritablement on travaille pour la compétitivité d'un pays ? Comment ce type d'incitation peut-elle impacter la structure d'emploi et de spécialisation ? Alors le CEPI, à travers une étude de Benjamin Carton, Stéphane Gauthier et Martine Carré, nous avait en fait, nous ont amené à relativiser un tout petit peu ce constat, parce qu'ils ont pris un tout petit peu mieux en compte les relations interindustrielles, et en particulier le fait que beaucoup de secteurs vont importer des biens ou bénéficier de la baisse des coûts des secteurs qui ont eux-mêmes bénéficié de la baisse des charges, que ce soit dans les services, etc. Donc la prise en compte des liens interindustriels amène un petit peu à écraser le constat. Et en particulier les secteurs qui bénéficient de l'intérim, comme l'automobile, quand on prend juste l'analyse directe de l'impact de la baisse des charges, ils sont très peu exonérés, mais via l'intérim, évidemment, ils récupèrent une partie de l'effet de la baisse des charges. Donc il y a bien un effet nivelant de ce type de cette prise en compte. Néanmoins, la baisse des coûts reste supérieure pour les secteurs abrités. Oui, alors là, évidemment, si je mets 1,9 et 1,9, il faut dire aussi que les écarts n'étaient pas, c'était 1,9 et 1,3. Donc 1,9 versus 1,3. Donc on reste sur des petits écarts. Et d'ailleurs, enfin là, c'est même un non-sens, parce que j'aurais dû préciser qu'il s'agit à la base de l'impact d'une baisse de 5 points de cotisation sociale. Donc tout ça, enfin bon, ce qui compte, c'est qu'il voilà, il demeure un écart. Si je me souviens bien, ce dernier chiffre que je viens de vous citer de mémoire, je m'en méfie un peu. Les souvenirs sont vieux quand même. Donc les mécanismes d'indexation des salaires, de surcroît, soulignent ces chercheurs, risquent de renforcer les résultats. Pourquoi ? Parce que dans les secteurs qui embauchent plutôt du capital humain non spécifique ou qui sont intenses de manière générale en emploi qualifié, le partage de la baisse des charges risque de se faire à part égale entre employeurs et qualifiés, ce qui est beaucoup moins sûr du côté des secteurs peu qualifiés. Donc ensuite, en dynamique, il est possible que ces écarts soient renforcés du fait de la manière dont va se partagera la baisse des charges entre les parties prenantes. Donc au total, bon là je pense que ces données sont un petit peu trop précises, hein. Donc on arrive donc à des écarts qui demeurent significatifs. On n'a qu'à juste regarder un petit peu, s'attarder sur ce graphique. Quels étaient les secteurs en définitive qui bénéficiaient donc d'une réforme de type baisse des charges hausse de TVA. Donc on voit que donc en plus ce sont les secteurs qui bénéficient qui bénéficient de la baisse des charges, et ceux qui sont plutôt relativement handicapés par la baisse des charges. Et on voit bien qu'on retrouve donc les biens de consommation, l'automobile, les biens d'équipement, l'énergie dans des secteurs exposés plutôt dans la partie négative du graphique. Donc la conclusion de tout cela, c'est que il y a un vrai dilemme lorsqu'on aborde cette réforme. Donc en
termes enfin, le dispositif est très séduisant. On a l'impression qu'on nous a proposé une dévaluation alternative dans un monde qui est rigide, bloqué au sein de l'espace européen. Donc on voit qu'il reste quand même très, très confiné, même en termes d'échelle. Hein. On peut difficilement le mettre en mouvement de manière, enfin, de manière très ample. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter, enfin, dans notre contexte français de débat sur la baisse des charges, nous demeurons, enfin, dans notre petite équipe, plutôt inquiets, en tout cas interrogateurs sur ces effets de composition et sur ce que ça peut signifier à long terme. Nous avions plutôt l'idée que ce sont normalement un dispositif de baisse des charges devrait être transitoire, c'est-à-dire il peut se justifier sur du moyen, sur du moyen terme. Au-delà, surtout quand on est comme en France avec des cohortes de population jeunes qui arrivent plutôt plus diplômées que les précédentes. Donc autant on a eu bien un problème pour écluser des stocks de qualifications qui étaient ceux de l'après-guerre, autant peut-être faut-il aussi imaginer ces dispositifs de manière mouvante. Bon, l'autre constat aussi, c'est que lorsqu'on fait nos comparaisons d'ailleurs de coûts du travail, c'est plutôt sur les hautes qualifications à l'exportation qu'on a des écarts de coûts et des problèmes. C'est pas sur les basses qualifications que se posent en comparaison internationale ces problèmes. Donc TVA sociale et compétitivité, ça nous fait retomber sur ce fameux débat sur la baisse des charges et sur son profilage. Bon, et je conclurai juste sur un point. Ce qui fait, à mon avis aussi, que ce type de réforme n'aboutit pas, c'est qu'elle touche tellement de dimensions qu'on n'arrive jamais à la concevoir autrement que dans le cas d'une refonte de la fiscalité. C'est-à-dire, à partir du moment où on va remodeler et les cotisations et la TVA, on sent bien que pourquoi deux instruments, pourquoi et tout de suite, et là je vous ai pas livré aussi tout le débat sur et pourquoi on bascule pas sur la CSG, pourquoi est-ce qu'on fait pas un autre impôt, etc. Donc on voit que ce type de réforme ne peut pas être une réforme isolée qui se voudrait une réponse à une circonstance particulière, à un problème spécifique de compétitivité à un moment donné. Voilà, merci.